particulier. Mais alors, justement, même si les Kings n'avaient rien fait de différent, ils auraient eu un niveau de performance relatif aux autres, différent, plus bas en tout cas. Mais justement, c'est pas les mêmes Kings. Et on va y venir. Est-ce que tu me laisses placer ma première stat de la saison, si on peut enchaîner du coup, vas-y. Moi, c'était 14. Puisqu'en effet, on n'a pas eu les mêmes Kings. On n'a pas eu du tout les mêmes Kings. 14, c'est le classement à l'offensive rating. Et c'est vrai que c'est un peu... Je pense que c'est je sais pas si tu avais des stats là-dessus, tu vas pouvoir les dire aussi sur l'attaque des Kings, mais c'est un peu pour moi l'histoire de la saison. C'est qu'on a affaire à une équipe qui, l'an dernier, comment est-ce qu'elle faisait son différentiel attaque-défense, comment est-ce qu'elle gagnait des matchs, qu'elle creusait de l'écart. C'était avec une attaque d'élite et une défense qui était mauvaise. Mais comme l'attaque était d'élite, ça crée ce différentiel. Et là, on passe de tout en haut, de élite à 14e, donc 14e sur 30. Donc on est à peine dans la moyenne. Et en plus, c'est pas qu'une affaire de classement relatif aux autres. Là, pour le coup, c'est pas genre les standards NBA explosent en termes d'attaque et donc eux, ils font le même chiffre, mais tout le monde autour progresse. Non, même en chiffre brut, ils passent de quasiment 120 points par 100 en possession marquée l'an dernier à cette année 117, grosso modo. Donc voilà, c'est pas, même dans les chiffres bruts, en fait, ils produisent moins que l'an dernier. Donc ça, c'est un point important de dire, en effet, l'attaque a été beaucoup moins performante. Dans le même temps, tu l'as dit, la défense est un peu meilleure, mais ça aussi, peut-être on en reparlera, mais c'est pas non plus meilleur énormément, quoi. Il passe de 25e à 18e, c'est mieux, on est d'accord, mais ça suffit pas à combler le manque à gagner en attaque qui a été assez énorme, et je pense que tu es un peu d'accord, mais c'était un peu l'identité de cette équipe, c'était d'être très forte en attaque. Là, on a totalement perdu, en fait, cette force de frappe. Complètement. Mais c'était mon deuxième point, l'attaque des Kings, parce que j'ai noté énormément de choses sur le différentiel entre l'attaque des Kings de 2022-2023 et l'attaque des Kings de 2023-2024. Parce que, comme tu l'as dit, qu'est-ce qui a fait l'efficacité des Kings sur la saison 2022-2023 en attaque ? Il y avait 2 points qui sont un peu majeurs. C'était l'EFG. Donc, qu'est-ce que l'EFG ? C'est le pourcentage au tir et le pourcentage à 3 points qui sont pondérés pour donner un truc un peu plus de meilleure facture, on va dire, qu'un simple pourcentage au tir, pour mettre un peu plus en valeur le 3 points, et le free throw rate, donc combien de fois tu vas sur la ligne des lancers. Et dans les 2 cas, il y a eu une sévère régression de la part des Kings cette saison. C'est-à-dire que si vous prenez le FG des Kings sur la saison 2022-2023, ils sont 2e de toute la ligue. Ils sont 13e cette année. Et même au-delà de ça, avant de peut-être de passer sur free throw rate après, parce que je vais pas non plus griller toutes les cartouches d'entrée, mais il y a eu un changement majeur dans la manière qu'ont eu les Kings d'attaquer, et je pense même plus dans la manière qu'ont eu les adversaires de défendre les Kings que réellement les Kings d'attaquer, c'est qu'ils n'avaient plus d'accès au cercle cette saison. L'an dernier, en termes de fréquence, alors déjà, les Kings n'étaient pas une équipe qui allait énormément au cercle. Sur la 2022-2023, ils étaient 15e en termes de fréquence de tir près du cercle. Donc, ils sont dans la moyenne de la ligue. Par contre, cette année, ils étaient 27e. Ils sont vraiment dans le bottom avec Golden State, avec Miami. Et comment, forcément, il y a une perte, on va dire, de les tirs près du cercle que tu prenais sur une saison. Forcément, ils se décalent dans une autre zone. Et cette zone, c'est le short mid. Donc, on va dire sur le flotteur, on va dire, allez, tête de raquette globalement, enfin pas, oui, si tête de raquette c'est considéré comme du short mid, mais sur des flotteurs, etc. Sauf qu'il y a une différence majeure, parce que si vous êtes sur de l'efficacité près du cercle, les Kings par exemple sur la 2022-2023, en termes d'efficacité près du cercle, ils étaient à 69% de réussite. Donc ça fait 1,30 points par possession, enfin par tir tenté. Sur la 2023-2024, ils sont toujours à 69% de réussite près du cercle, sauf que comme ils en tentent moins, ils se rabattent sur les short mid, et là toute la différence c'est que les short mid, t'es plus à 70% de réussite, t'es à 40%, et pourtant c'est un bon classement parce qu'en termes d'efficacité, ils sont 2e sur la zone des short mid, sauf que tu passes de 1,30 à 1 point par tir, donc forcément t'as une perte globale qui se fait sur ça, et je pense que cette équipe des Kings a vraiment eu des difficultés, d'une part à réussir à retrouver les accès au cercle qu'ils avaient sur la saison 2022-2023, ils ont compensé par une zone où, certes, ils sont efficaces, extrêmement efficaces, mais comme c'est beaucoup moins rémunérateur que la zone près du cercle, forcément, comparé au reste de la ligue, c'est moins bon au global. Ouais, ils sont bons dans cette zone, mais il y a une rentabilité attendue qui est bien moins grande que les lay-up au panier, quoi. C'est vraiment ça l'idée. Effectivement, ça tout part de là, en fait. Bon, alors j'ai fait un podcast, je crois que c'était en mars ou en avril là-dessus, sur pourquoi est-ce que l'attaque des Kings ne marche pas. Je vais pas vous faire les 40 minutes ici, tout de même pas avec toi, mais t'as tout dit. Il y a cette fréquence de tir au panier qui a baissé. Donc,
un élément qui va aussi avec, hein, c'est les lancers francs, parce que c'est plutôt au panier que tu vas provoquer des fautes. C'est pas, ça peut arriver, hein, mais c'est pas trop sur des pull-ups à 3 points ou autre, c'est plutôt au panier. Ouais. Et donc là aussi, le nombre de lay-up au panier baisse, mais aussi le nombre de lancers francs, où les Kings étaient 4e, ils passent à 25. Donc, en fait, ne serait-ce que, sans même parler d'efficacité, juste sur le profil de tir que Sacramento avait, en fait, il y avait déjà un malus de rentabilité par rapport à avant, quoi. Parce que beaucoup moins de tirs au panier, donc il y a une perte là-dessus, et beaucoup moins de lancers francs qui sont les tirs les plus rentables du basket, et là-dessus, ils sont passés de élite à mauvais, en fait, hein, de 4e sur 30 à 25e. Et donc voilà, il y a cette énorme perte de rentabilité sur les tirs pris, mais pas que, comme tu dis, puisque tu as parlé de l'IFG qui est tombé de 2e à 13e. Donc voilà, en gros, pour parler en français, tu as parlé d'IFG, de free throw rate. En gros, ils mettaient pas leurs tirs sur le terrain, ils mettaient moins leurs tirs en tout cas, et ils provoquaient moins de fautes, de lancers francs. Et ce qui fait qu'on a une attaque qui effectivement est passée de élite à moyenne. Et sauf que, vu la construction de l'effectif, tu peux pas te permettre d'être moyen en attaque, quoi. Tu sais que de toute façon en défense tu vas pas être très bon. Tu as besoin que l'attaque porte un peu le truc. Et ça a été le cas en 2023. Ça n'a plus été le cas en 2024. Et pourquoi ? Parce que tu as perdu un tout petit peu d'efficacité au cercle, mais pas tant que ça. Tu as perdu un peu d'efficacité à 3 points, mais pas tant que ça. Sur les longs tirs à 2 points, par contre, tu as beaucoup perdu. Ils sont passés de 6e à 20e efficacité. Enfin bref, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché cette année. Donc ça, c'est un peu pour le constat, pour le quoi. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est aussi le pourquoi. Et je peux te poser la question, mais à ton avis, pourquoi est-ce qu'on a une telle différence ? Qu'est-ce qui a changé en termes de... pourtant, c'est les mêmes joueurs, hein, exactement la même rotation. En termes de minutage, le même top 8, exactement les mêmes joueurs. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché alors ? Je rajouterais peut-être deux petits points aussi sur l'EFG. Enfin, je vais dire là direct la stat sur les lancers, parce que l'EFG peut servir de transition, mais les lancers, ils en faisaient peu et ils étaient derniers en termes de pourcentage de réussite de toute la ligue. C'était l'équipe qui tirait le moins bien au lancer franc de toute la ligue cette saison. Et il y a même autant d'écart entre eux et Toronto qui sont 29e, qu'entre Toronto 29e et Cleveland 22e, pour dire à quel point ils étaient vraiment horribles sur la ligne des lancers. Et après, pourquoi cette équipe a moins performé en attaque ? Je pense que pour moi, il y a une raison qui s'explique aussi par l'EFG, c'est les shooters à 3 points ont eu une panne d'adresse et ont moins sanctionné. Et du coup, les défenses adverses étaient plus focalisées sur le fait de empêcher De'Aaron Fox d'avoir ses accès près du cercle que de sortir sur potentiellement un kick-out ou un shoot-off screen de Kevin Huerter ou de Keegan Murray. Et aussi un changement de construction de 5 majeurs à partir du moment où Kevin Huerter se blesse, parce que c'est Keon Ellis qui a réellement pris le spot de 5e titulaire, et du coup Keon Ellis, même si je vais en parler de manière assez élogieuse, je pense à un moment, n'apporte pas la même gravité, n'apporte pas le même mouvement dans les défenses adverses que ce que peut apporter un Kevin Huerter. Du coup, ça amène sur l'EFG. Si vous prenez l'EFG en catch and shoot des Kings, entre la 2022, 2023 et 2023, 2024, ils ont baissé d'1 point de pourcentage. Et ce qui est encore plus embêtant, c'est que leur EFG sur les pull-ups, lui, a augmenté. Donc je pense que vraiment, il y a cette notion où il y a eu une grosse panne d'adresse chez les shooters. Keegan Murray a connu une grosse panne d'adresse, Kevin Huerter a connu une grosse panne d'adresse. C'était pas une équipe qui était énormément en réussite, comme tu l'as dit, sur ses pourcentages à 3 points. Ils étaient pas à 40% la saison dernière, mais ils avaient quand même des shooters qui étaient un peu plus réguliers, je pense, au cours d'une saison. C'est-à-dire que Keegan Murray, on l'a vu mettre des matchs où, je crois, il y a 10 ou 9 ou 10 3 points sur un match, et il y a des stretches où il est à 1 sur 16, 1 sur 17. Et Kevin Huerter, c'était un petit peu pareil. Donc je pense qu'il y avait une plus grosse variance match après match au niveau de la réussite des tirs des shooters des Kings, là où sur la 2022-2023, ils étaient plus réguliers, même si les pourcentages finalement viennent un petit peu s'équilibrer. C'est juste une plus grande régularité au niveau de ce point-là. Je pense que ça peut être un des points sur lequel on peut expliquer un petit peu cette panne d'accès près du cercle pour Sacramento. Pour moi, ce qu'on a vu aussi tactiquement, et c'est un peu lié à ce que tu dis, parce que les Kings n'ont pas eu les shooters pour punir, mais je pense qu'il y a eu aussi adaptation en face, quoi, de la part des défenses, et que voilà, l'an dernier, il y a un peu
Bon, c'est peut-être un peu caricatural, mais il y a aussi un effet un peu nouveau et toute une synergie nouvelle avec les fameux dribble hand-off Sabonis, Huerter. Il y a tout un mouvement, Mike Brown qui arrive, qui fait son attaque extrêmement précise, méticuleuse dans l'espace avec du rythme, etc. Le jeu à deux, Fox Sabonis qui a été totalement déverrouillé par Mike Brown. Bref, il y avait une synergie offensive de par le mouvement aussi notamment, et c'est ça qui permettait aussi d'aller au panier sur des drives, sur des cuts, sur plein d'actions un peu diverses comme ça, alors que hormis De'Aaron Fox, t'as pas non plus d'énormes drivers en fait, hein, pour le coup, et pourtant t'arrivais à aller au panier juste assez, on va dire. Là, je trouve que en effet, tu as parlé des 3 points. Je pense que clairement, on a un peu passé l'effet de surprise et que justement, si tu as affaire à une attaque où tu sais que ça va jouer sur le mouvement, sur la synergie, comme menace pour libérer des tirs, notamment au panier, parce que sinon il n'y a pas d'autre solution. Moi, j'ai trouvé que les raquettes étaient beaucoup plus bouchées en fait, hein, comparé à avant, avec des pré-rotations beaucoup plus agressives, quitte donc à délaisser des 3 points comme tu l'as dit, et en plus ils n'ont pas réussi à punir. Mais tu vois, tu parlais aussi du fait que beaucoup de tirs au panier soient transformés en flotteurs. Moi, je trouve que ça se voit visuellement sur pas mal de matchs cette saison tactiquement, où en effet, t'as des défenses qui aujourd'hui sont plus surprises et elles savent que c'est Sacramento est capable avec le passing de Sabonis, avec des faux écrans pour Fox, etc., de libérer des lay-ups au panier un peu tout cuit. Qu'est-ce que tu fais? Tu mets un mec dans la raquette ou tu mets une pré-rotation et tu abandonnes côté fort, côté faible, même depuis le corner pour venir aider. Et en fait, tu arrives à totalement verrouiller ça, quoi. Parce que, comme dit, la force des Kings, c'était ça. C'était de par ce mouvement et ce collectif, grosso modo, pour caricaturer, libérer des bons tirs, notamment au panier. Mais pourquoi est-ce qu'ils s'en remettaient à ça? C'est parce qu'ils n'ont pas un peu un ou plusieurs drivers un peu implacables, en fait. Pour, t'as une défense en place. Luka Doncic, il voit ça, il dit, non, c'est pas grave, je baisse la tête, j'y vais de toute façon, quoi. J'y vais à volonté au panier, même si tu mets des obstacles. Les Kings n'avaient pas ça. Donc les Kings arrivaient à créer la surprise, à créer le décalage comme ça, par le mouvement, par la synergie. Et là, non, quand tu leur prives de ce plan A, parce que c'est la bonne chose à faire, hein, après un an d'effet de surprise, entre guillemets, maintenant tout le monde s'est ajusté. Et ce qui fait que voilà, il y a pas de plan B. En tout cas, pas autant de plan B d'aussi bonne qualité. Et ce qui fait que voilà, la stat clé pour moi, c'est ça, c'est le nombre de tirs au panier et donc les lancers francs aussi qui vont avec, mais qui ont été totalement anéantis. Et ce qui fait qu'on a une attaque qui est un peu ronronnée dans le périmètre. Et comme tu dis en plus, les 3 points sont pas forcément autant tombés qu'avant. Donc ça devient compliqué, hein, effectivement. Ouais, et puis je me demande aussi à quel point cette impossibilité d'accéder au cercle, en tout cas la manière dont les défenses ont réagi à cette attaque des Kings n'est pas aussi liée d'une part au fait que t'as que 2 joueurs qui sont réellement capables de créer du danger via le dribble, et ces 2 joueurs qui n'évoluent pas forcément, voire même assez peu ensemble, avec De'Aaron Fox, avec Malik Monk. Et même lorsque tu as ces 2 joueurs qui sont capables de créer du danger, qui sont capables de créer un petit peu de chaos via le dribble, t'es pas forcément sur des joueurs qui sont capables de faire des très bonnes lectures. Donc en plus, si jamais t'arrives à limiter le dribble de De'Aaron Fox ou de Malik Monk, tu sais que c'est pas des joueurs qui vont être capables de réagir, on va dire, de manière très rapide à ce que dans le sens où, voilà, t'as cité l'exemple de Luka Doncic, par exemple, si la défense essaye de sortir de manière un petit peu plus agressive sur lui, Luka Doncic va toujours trouver le bon joueur pour faire la bonne passe au bon moment. Là où De'Aaron Fox et Malik Monk sont des joueurs qui sont très axés sur le scoring, et au niveau du playmaking sont quand même assez moyens, on va dire average, voire lower average pour leur position, et du coup, tu peux te dire, je vais limiter potentiellement le dribble, ou alors je vais forcer des Kevin Huerter, des Keegan Murray à essayer de fluidifier un petit peu le jeu offensif, ou à essayer de se créer des situations via leur dribble, et dans ce cas-là, tu pouvais facilement limiter cette attaque des Kings, ou alors parier sur le fait que De'Aaron Fox et Malik Monk sont pas forcément de très bons playmakers, ont une prise de décision qui est assez lente au niveau de lire les décalages et de sanctionner, et du coup tu pouvais potentiellement limiter et les forcer à prendre des flotteurs ou des short. Ouais. Non, mais c'est exactement ça. Et d'ailleurs, si tu regardes un peu le profil des joueurs de cette équipe, finalement, il n'y a pas beaucoup qui sont des énormes moteurs à lancer franc, quoi, à provocation de faute, finalement. Et donc, il y avait un peu, je pense que l'an dernier, il y avait aussi un côté de vitesse, de mouvement, de synergie qui aidait à ce que les rotations soient un peu surprises et pas en place. Et donc, faute, et donc lancer franc. Là, cette année, s'il y a déjà un mec en place en pré-rotation, en amont de l'action, Huerter, c'est pas le mec qui va faire son backdoor, il voit quelqu'un devant lui, il va attaquer le contact. Non. Et Malik Monk non plus. Et Harrison Barnes non plus. Et enfin bref, tu peux faire à peu près tout le monde en effectif. Keegan Murray non plus, qui a un taux de lancer franc aussi beaucoup plus bas que la moyenne. Bref, c'est un peu le cas de la majorité de l'effectif, comme tu dis, donc pas mal de limitations.
Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.